Ça y est, après 3 mois passés en Inde, il était grand temps de changer d'air et d'enfin commencer l'aventure. On était impatients de s'envoler pour Katmandou, et après 3 heures de vol, on arrive enfin à la capitale, nouveau pays, nouvelle aventure. Alors à Katmandou, du coup, on a décidé de rester juste une journée parce qu'on était déjà pas mal acclimaté avec l'Inde. Donc on avait juste 3 heures de vol et aucun décalage horaire, ne serait-ce que 15 minutes. Du coup à Katmandou, on a fait quoi? On a acheté nos permis de trek. On a acheté tout le matos, la location de matériel, donc les doudounes, les sacs de couchage. Et puis on a acheté tout ce qui nous manquait en termes d'hygiène, pharmaceutique, donc les produits style bandage, si on a un problème ou quoi que ce soit. Et puis voilà, on s'est reposé juste une journée, on est reparti le lendemain avec 8 heures de bus jusqu'à Djiri. Bien arrivé à Djiri, sous un soleil radieux. Bienvenue à Djiri. Finalement, donc on a fait un trajet un peu différent de ce qu'on vous avait promis, en évitant de faire directement de Namche jusqu'à l'Everest Base Camp. Pour soi, il n'y a pas grand chose qui change puisqu'on va quand même jusqu'au camp de base de l'Everest, mais on profite de faire 3 ascensions à plus de 5000, même 4 ascensions à plus de 5300 mètres. On était enfin parti de Djiri pour 18 jours de trek. Au programme, plus de 240 km, 15 000 mètres de dénivelé positif et 4 ascensions à plus de 5000 mètres d'altitude pour rejoindre l'Everest Base Camp. C'est parti. Chaque jour, on avait entre 16 et plus de 20 km avec plus de 1000 de dénivelé tous les jours. Donc c'était quand même assez costaud. Après, les paysages étaient vraiment différents de ce qu'on peut voir ici. C'était beaucoup plus vallonné, on montait, on descendait, on montait, on descendait à travers les forêts népalaises. En termes de culture, c'était aussi totalement différent. C'était moins touristique, on va dire, que les sentiers qu'on emprunte actuellement. Donc ça nous a vraiment permis d'aller au cœur de la culture népalaise. On a dormi dans des lodges assez cocasse, on va dire. Ça nous a fait une bonne mise en jambe pour se remettre un peu au vert physiquement, pour s'acclimater à l'altitude parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment avec Alexis. Jour numéro 5. Donc là, on va partir pour Cheplung. Aujourd'hui, 17 km. Bon, alors on est bloqué. Nos amis les Népalais ont décidé de creuser un truc là. En gros, on passe là, ici, pour après contourner. Sauf qu'en fait, c'est hyper glissant. Et en dessous, il y a le vide quoi. Alexis et ses amis. Jour numéro 6. Après 115 km en seulement 6 jours, on avait bien mérité notre arrivée à Namche et ce jour de repos. Désormais, le trek changeait vraiment et complètement de dimension, et on passait à une altitude plus élevée, des températures plus extrêmes. C'était vraiment ce qu'on voulait et ce qu'on attendait depuis le début. Talbot Power 24 hours. Il va falloir louer des skis aujourd'hui. Ok les gars, jour 8, il neige complètement. Aujourd'hui direction Tamé. Jour numéro 9, direction Lungden, à plus de 4300 mètres d'altitude. Incroyable.
Après 3 bandes de hors-piste, nous voilà à Lugden. Bien arrivé au lodge, on n'en peut plus. 4340 mètres d'altitude, il va falloir monter un petit peu pour la marche à 4008. Parce que oui, à partir de 3500 mètres, on devait à chaque fin de journée marcher un petit peu plus et atteindre 500 mètres d'altitude de plus que l'endroit où on dormait pour que notre corps s'habitue tout simplement à l'altitude. Donc c'est pour ça qu'à partir de Lugden, on a dû monter à 4800 mètres et donc passer à la barre mythique du niveau d'altitude du Mont Blanc. Et la marge d'acclimatation, donc ce qu'on faisait, permet vraiment au corps de s'habituer et éviter tout problème durant notre trek. Jour numéro 10, départ pour Gokyo et la première passe à 5300 mètres. On va bien en chier parce que là on est à 4003. Rendez-vous à Gokyo. Des tout petits pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Wouhou! Ah ouais! Youhou! Incroyable! La première ascension était vraiment incroyable et un moment fou. Et on entamait alors une longue descente sur Gokyo où on allait passer la nuit. Ça faisait du bien de se reposer un petit peu, comme vous le voyez. Jour 11. On s'en va là-haut. Un petit échauffement pour avoir une belle vue. Petite récompense offerte par un Sherpa, ça s'appelle du samba, ça ressemble à du beurre de cacahuète, c'est de l'eau, du sucre et je sais plus quoi, du beurre aussi. Bon, Gokyori, 5003, je sais pas exactement, et on était tout en bas. 4 sommets à plus de 8000, le Choyu, l'Everest et le Lost, et le Makalu, tout là-bas. Everest, Lost. Et Gokyo en bas. Pas mal de monde. À ce moment-là, on était vraiment dans le dur du trek, déjà 11 jours, 2 ascensions à plus de 5000, et en 2 jours on attaquait le lendemain le Chola Pass, à plus de 5400 mètres,
Et ce jour-là a sans doute été notre préféré de tout le trek. Jour 12, direction Chola Pass. 3e 5000 en 3 jours. Et il fait beau. Actuellement, dans la montée de Chola, on est un peu moins de la moitié. On a une petite montée assez douce, donc c'était cool. Là, on va redescendre et remonter pour arriver à 5003 et quelques. Alors on va en face, mais on sait pas où. On sait pas à quelle sauce on va se faire manger. Entre ces deux géants pics, la passe est juste là, à 5420 mètres d'altitude, et c'est cette montée qui a sans doute été l'un de nos moments préférés du trek. Let's go! Chola Pass. 5 sommets. 3 sommets en 3 jours. À plus de 5003. T'es pas content? Triplé. Allez. Toujours en vie. Alpiniste français Alexis Guettard. Après cette vue incroyable de Chola Pass, on entamait directement la descente sur un immense glacier. Le risque de crevasse était présent, mais le spectacle, incroyable. Nous sommes à 4008. Et ça c'est très haut. Je sais pas, au moins. Hein. C'est n'importe quoi. Et on vient de là-bas. Hop là. Incroyable. Jour numéro 13. Direction Gorakchep, où on va dormir à 5100 mètres d'altitude. Ouais, notre sac, il est lourd. Qui trimballe un canapé, carrément. Comme vous le voyez, certains Népalais arpentent les sentiers avec des charges parfois très lourdes. Ce sont les Sherpas. Les Sherpas sont un groupe ethnique d'origine tibétaine vivant en altitude. Ce nom désigne aussi les porteurs et guides qui aident les alpinistes sur les sommets himalayens. Comme vous pouvez le voir, ils sont d'une force extrême et sont capables de porter de lourdes charges là où personne ne pourrait le faire. Sans eux, pas d'expédition sur les toits du monde. Le saviez-vous? Un yak peut transporter jusqu'à 60 kg sur son petit dos. L'eau bouchée au bout du monde.
On le voit pas forcément sur nos plans vidéo, mais sur ce jour de trek, on a rejoint la route principale. Il y avait donc forcément beaucoup plus de monde sur les chemins. Et on a préféré faire le camp de base de l'Everest le lendemain matin. Nous y voilà à 3 km. Profiter d'un ciel dégagé pour faire la dernière ascension de ce trek, et la plus haute, le Kalapatar, à plus de 5600 mètres d'altitude, qui offre une super vue en gros sur le mont Everest. Petite sieste, avec une belle vue. Pas mal. Et donc on s'est posé devant les montagnes pendant 1h30, c'est là d'ailleurs où on a chopé un peu un mal de crâne avec l'altitude, mais ça a été direction le Kalapatar. Direction Kalapatar. Je sais plus quelle heure il est, il doit être 16h, il fait moins 1000. 4h12 exactement. 4h12, il fait moins 1000 et on va monter tout en haut. D'ici ça paraît que dalle. Je me trompe complètement parce qu'en fait on voit pas du tout le sommet. Et vous allez voir que la différence entre ce qu'on voit là et au sommet, bah c'est complètement différent. Kalapatar 5600 mètres et l'Everest juste là. Le vent est dantesque. C'est incroyable. L'Everest, l'Everest, Un autre géant de la montagne. Corentin, Torel, Le Mérin là, c'est combien? C'est combien? 6004. 4. Ouais. C'est 44. Le plan de zinzin. Retour à Gorakchep. Pour ceux qui se demandent à quoi ressemble la vie sur Mars, On dort là ce soir. exactement ça. Avec la vue sur la petite montagne là, je sais plus comment elle s'appelle là. Everest. Jour numéro 14, direction le camp de base de l'Everest. Pas un nuage. On espère qu'on est tranquille là-bas parce qu'il y a pas mal de monde. C'est pour ça qu'on est parti assez tôt et qu'il fait assez froid. Allez, suivez-nous. Rendez-vous dans 3,5 km. Le camp est juste là-bas. On a quelques minutes. J'arrive pas à zoomer. J'ai trop froid. Avec l'Everest en arrière-plan. On attend que le soleil se lève. Parce que là il fait hyper froid. Bon voilà, le camp de base. Il fait froid. La gourde est gelée. Est-ce qu'on voit les tentes d'ici? Je suis même pas sûr. Et l'Everest qui est juste derrière là, mais il fait la gueule avec le soleil. Et voilà. Donc finalement on avait bien fait de rallonger notre trek et de profiter des ascensions précédentes parce qu'en soi le camp de base, bah voilà, il n'y a rien de fou, c'est juste symbolique. Et à présent notre objectif c'était de rentrer à Lukla et reprendre l'avion pour Katmandou, donc il nous restait 3 jours de marche, plus de 48 km, donc assez costaud,
Et en plus on commençait à pas mal fatiguer, et malgré la baisse de l'altitude, les paysages sont restés vraiment sublimes, et la neige a même fait son retour à un moment. Après 240 et quelques bornes, nous y sommes. Donc là, on attend d'arriver à l'aéroport, enfin la piste. Mais ça y est, 16 jours de trek je crois. Incroyable. Voilà la pente du fameux aéroport de Lukla. Assez effrayant. Heureusement qu'on y va dans le sens du décollage demain. L'aéroport de Lukla, c'est la fin. Il est 6h du matin, j'espère qu'on va voir l'avion. C'est un peu aléatoire. Mais voilà. L'aéroport. Donc, c'est bon. Voilà la gueule du billet. Assez honteux. On part dans je sais pas combien de temps, 20 minutes, sûrement une demi-heure. Voilà. Le vol, l'un des vols les plus dangereux du monde dans quelques minutes. Top. Et ça, c'est nous dans quelques minutes. C'est effrayant, hein. Ça y est, le grand départ. L'avion est ici. Aux premières loges, voilà, c'est parti. La taille de l'avion est effrayante. C'est incroyable. La montagne, parfois faisant souffrir, parfois faisant mourir, mais aussi vivifiante que rayonnante, c'est en la gravissant que l'on se sent vivant, et de par sa raideur rayonne sa splendeur. Virage après virage, l'oxygène nous manque, mais lorsqu'on en redescend, c'est elle la montagne qui nous manque. Terrain de jeu rêvé pour de nombreux amateurs éclairés, mais comme chaque élément représentant le danger, il faut savoir l'appréhender, l'apprivoiser, la respecter.